Bienvenue à tous, bonjour sur Refuge Montagne, bonjour sur FFcam, bonjour sur, toutes les pages Facebook où vous nous suivez. Bienvenue pour, ce live où on va parler de l'assainissement, en refuge, un sujet un peu technique, mais en même temps très, très important. J'ai avec moi Damtam Costa, de la société Aquasiris, qui est notre spécialiste du soir, et moi-même, donc je suis Nils Martin, directeur adjoint de la FFcam. Pour ceux qui suivent parfois nos lives, vous avez l'habitude de me voir vous présenter différents sujets très très variés. Parler de l'assainissement aujourd'hui, ça me change un petit peu du ski de randonnée ou de la randonnée à pied. Là, on passe vraiment dans la, on passe vraiment dans la technique. Alors pour ce soir donc, on va parler de l'assainissement en refuge, qui est un sujet pour le moins important. Pourquoi il nous faut parler de l'assainissement? Parce que un refuge, par définition, en montagne, c'est un site isolé. C'est-à-dire quand on dit site isolé, ça veut dire qu'on n'a accès ni à l'eau courante, ni au tout à l'égout. Et qui plus est, on est dans un milieu qui est fragile, qui est souvent d'ailleurs dans des sites protégés, hein, comme les parcs, comme les réserves naturelles ou avec d'autres dispositifs de protection type Natura 2000. Et en fait, un refuge, si on compte en fait le nombre de places et le taux d'occupation des places, finalement, c'est un peu de 10 à 20 équivalents habitants à l'année. Pour donner un point de comparaison, un refuge, c'est comme une petite résidence avec, euh, avec différentes personnes. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que une personne en refuge, en pension complète, consomme environ 30 à 40 litres d'eau, 80 litres si le refuge est équipé de douche, hein, ce n'est pas le cas de tous les refuges. Et donc, toute cette eau, évidemment, devra être traitée ensuite. Si vous voulez un autre chiffre, alors qui est un petit peu moins ragoûtant, hein, désolé, c'est genre de l'apéritif, mais dans un refuge, c'est 1 à 1,5 litre d'urine à traiter par jour et par personne. Ça doit être la faute de la bière, hein, qui, comme tout le monde sait, malheureusement, fait des effets délétères. Bon, de fait, il faut traiter l'ensemble de ces eaux usées, que ce soit les lavabos, la cuisine, les toilettes et donc éventuellement la douche. Et en fait, l'assainissement, c'est tout ça. Alors, évidemment, les contraintes, quand on rénove un refuge, c'est de bien dimensionner ce qu'on appelle la filière assainissement. Alors, c'est aussi évidemment d'économiser l'eau, hein, comme le petit schéma nous le montre. Et économiser bien dimensionner pardon, la filière assainissement, évidemment, ça dépend de la capacité du refuge, parce qu'on ne va pas traiter de la même manière un refuge de 20 places d'un refuge de 100 places. Ça dépend aussi de la fréquentation, hein. Si on a des refuges, par exemple, qui sont très fréquentés, peu fréquentés, mais aussi de l'ouverture. Si on a des refuges qui sont ouverts en été ou ouverts au printemps ou ouverts parfois toute l'année, on n'a pas du tout la même fréquentation. Ça dépend aussi des pics, des creux, du passage. Si on a beaucoup de randonneurs qui passent au refuge, même s'ils n'y dorment pas, mais qui ont besoin d'aller aux toilettes, etc. Ça dépend aussi, par exemple, du bivouac autour du refuge. Si on a des gens qui campent souvent autour du refuge, on leur propose aussi un service qui vont, à toutes ces personnes de passage, qui vont laver leurs popotes, aller aux toilettes ou jeter éventuellement leurs eaux usées. Alors, comment fait-on pour mettre en place une filière assainissement qui soit, on va dire, propre et dans un site isolé? Alors, voilà, en général, effectivement, la configuration qu'on connaît la mieux, hein, ce sont les toilettes sèches, hein, où effectivement on a des petits animaux de différentes natures qui vont en général se régaler de nos déjections. Désolé, hein, c'est toujours l'heure d'apéritif. Mais après, il y a aussi beaucoup d'autres dispositifs, hein. Alors, le premier dispositif qu'on met en place, c'est un bac à graisse en sortie de cuisine. Alors, un bac à graisse, c'est tout simple, hein. Ça permet en fait de brûler, de récupérer toutes les graisses, de les brûler une fois qu'elles sont durcies. Et ensuite, comme ça, on a des eaux de sortie qu'on peut traiter en assainissement, et ce qui permet de réduire en fait la charge polluante et la charge en fait en équivalent habitant. Donc on travaille, comme on l'a dit, hein, avec des toilettes sèches, ça c'est un peu une base. On va bien sûr récupérer la plupart des déchets et les composter. Euh,
brûler ceux qui sont brûlables et redescendre en vallée ceux qui n'en sont pas, malheureusement souvent par hélicoptère et par dos-d'homme. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'on demande en général à tous les randonneurs de redescendre leurs propres déchets, hein, parce que tous ces déchets qu'on n'aura pas dans les poubelles, c'est tous les déchets qu'on n'aura pas à composter ou à redescendre par voie héliportée. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire des eaux usées? On va les récupérer dans ce qu'on appelle des fosses toutes eaux, hein, c'est la fameuse fosse septique que vous avez peut-être à votre domicile, surtout si vous n'êtes pas relié au tout à l'égout, comme évidemment un refuge. Et dans cette fosse toutes eaux, en fait, l'eau, elle va décanter, c'est-à-dire qu'elle va passer à travers différents filtres, qu'on appelle souvent les filtres au coco, et il va rester en fait d'un côté de l'eau et de l'autre côté ce qu'on appelle les boues de décantation. Et alors ces boues, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors il y a plusieurs configurations, encore une fois, hein, selon les bâtiments. Parfois, on va les descendre en vallée. Parfois, on va les épandre si le terrain s'y prête, dans différents terrains, notamment parfois en haute montagne, on va pouvoir avoir des terrains pour les épandre. Et puis, les eaux, on les filtre avec différents systèmes, ce qui nous permet après de relâcher une eau qui est relativement propre dans la nature. Donc pour donner pareil, hein, un ordre d'idée sur les fosses toutes eaux, pour un refuge de 40 places environ, il faut prévoir une fosse de 5-6 000 litres pour avoir 3 ou 4 jours d'autonomie. Donc vous imaginez quand vous allez construire ou rénover un refuge, directement, en général sous le refuge, il va vous falloir une place pour prévoir une fosse de 5 à 6 000 litres. Donc on va mettre quelques coups de pelle pour faire un grand trou pour permettre d'accueillir tout ça. Et puis, alors, la problématique qu'on rencontre souvent dans l'assainissement, c'est malheureusement le comportement des gens, hein, voilà, comme montré sur le petit dessin humoristique. Dans les fosses, on va retrouver des lingettes, mais parfois on a retrouvé des petites culottes, enfin voilà, des choses toujours très intéressante, alors que dans tous les refuges, hein, vous verrez toujours, notamment dans les toilettes et dans les salles d'eau, un petit panneau qui vous dit qu'il est absolument indispensable de ne rien laisser dans les toilettes. Et c'est bien pour ces raisons-là, c'est parce que voilà, les filtres ils vont être touchés par par tous ces corps étrangers. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un nouveau système qu'on vient de mettre en place et qu'on vient d'inaugurer dans le refuge de l'étang d'Arin. Le refuge de l'étang d'Arin, c'est un refuge situé à 1930 mètres d'altitude dans le département de l'Ariège. Très très beau refuge. Et dans ce refuge de l'étang d'Arin, on vient d'inaugurer, donc là, jeudi dernier, un nouveau système d'assainissement qui nous a été proposé par la société Aquatiris. C'est un système d'assainissement qui s'appelle le jardin d'assainissement, pardon. C'est un assainissement qui utilise la technique de la phytoépuration. Comme son nom l'indique, c'est l'épuration par les plantes. Et donc, c'est un système complètement écologique, puisqu'on va amener aucun matériau exogène. Et donc, aujourd'hui, pour nous en parler et pour nous dire comment ça fonctionne, j'ai invité Dame Tam Costa, donc de la société Aquatiris, qui est l'ingénieur en fait, qui a conçu et qui a mis en place le système pour le refuge de l'étang d'Arin. Et donc, Dame Tam va nous expliquer tout de suite comment ça marche. Dame Tam, je te laisse nous exposer cela. Mais bonjour à toutes et à tous. Merci Niels pour nous avoir introduits. Du coup, pour d'abord vous présenter Aquatiris. Aquatiris, c'est un réseau national qui est spécialisé dans la phytoépuration et donc dans toutes les techniques de gestion de l'eau par filtre planté. Donc, on peut s'occuper principalement des eaux usées, mais également des eaux de pluie. C'est un réseau qui existe depuis plus de 12 ans maintenant et dans lequel il y a 70 experts répartis sur l'ensemble du territoire par région. Donc moi, Dame Tam Costa, je m'occupe de l'Ariège et du sud de la Haute-Garonne, en Occitanie. Et on a également un réseau de 200 installateurs partenaires qui travaillent avec nous pour la construction et la réalisation des systèmes. Du coup, on a toute une gamme de solutions, principalement tournées vers l'assainissement non collectif, c'est-à-dire toute habitation, bâtiment produisant de l'eau, que ce soit une ferme, une brasserie ou un refuge, ou alors une maison individuelle, qui ne sont pas reliées au tout à l'égout. Et puis également, on fait des projets un peu plus grands sur, par exemple, des campings, du touristique, de l'agro-industriel. Voilà.
Donc ça, c'était pour la présentation d'Aquatiris. Moi, je travaille dans ce réseau depuis 7 ans et puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur le projet de l'étang d'Arin. Alors, le projet du refuge de l'étang d'Arin, il était très intéressant puisque il y avait la problématique de l'altitude en plus de toutes les problématiques de sites isolés que Niels a citées. Alors, pour vous expliquer le déroulé de comment ça s'est passé, il y a eu un constat comme quoi, voilà, il y avait les eaux du refuge qui étaient non traitées et qui, du coup, pouvaient potentiellement créer une nuisance et un impact sur l'environnement. Donc, la FFCAM a mandaté le bureau d'études Éten Environnement pour la maîtrise d'œuvre de ce projet, avec lequel donc j'ai travaillé en la personne de Erwan Maisonneuve. Et donc, Éten Environnement a proposé à la FFCAM différentes filières, et notamment la filière par filtre planté de roseau, qui est le nom un peu plus technique de la phytoépuration. À la suite de ça, donc, la FFCAM a opté pour cette filière-là, et après un concours, un appel d'offres où il y a différentes entreprises, dont nous-mêmes, donc Aquatiris, qui avons répondu, nous, on a eu le marché. Donc pour ce projet-là, j'ai travaillé avec un installateur local avec lequel je travaille depuis 7 ans également, qui s'appelle Philippe Esquèche, avec l'entreprise Assainissement du Couserans. Et donc, nous avons réalisé ce système-là. Alors, au niveau du choix de la filière, sur quoi on s'est porté? Au sein du refuge, il y avait comme eau usée, comme source de production d'eau usée, les cuisines, principalement, puisqu'il y a des repas qui sont proposés, les salles de bain, avec des douches et des toilettes à eau, pour le coup, et pas encore de laverie, mais avec un projet de mettre une laverie. Je vois un message de Niels qui me dit de proposer au public et aux auditeurs et aux auditrices de ne pas hésiter à poser des questions dans le chat. Et du coup, en effet, ces questions-là, on y répondra à la fin dans un jeu de questions-réponses, quoi. Donc, pour en revenir, donc les eaux usées du refuge, on avait donc la cuisine, la salle de bain, les toilettes, et en même temps un projet d'installer des lave-linges. Il a été rajouté dans le cadre du projet d'assainissement un toilette sèche extérieure pour les personnes, les randonneurs, les randonneuses de passage qui ne dorment pas forcément au gîte, mais qui puissent au moins avoir un endroit pour aller au WC et puis un point d'eau extérieur. Alors ces WC-là sont un petit peu spécifiques puisque c'est des toilettes sèches à séparation d'urine. Pour le coup, nous aussi, on récupère les urines dans l'assainissement par filtre planté. Alors, donc, vous avez pour la filière la cuisine, la salle de bain, les toilettes et l'urine des toilettes sèches que nous allons collecter et que nous allons traiter dans une filière de filtre planté qu'on appelle filtre planté à écoulement vertical. Alors, pour la parenthèse, il y a différents types de filtres plantés, des filtres plantés à écoulement horizontaux, des filtres plantés à écoulement verticaux. Et par le retour d'expérience et par la bibliographie, ce va être les filtres plantés à écoulement verticaux qui vont être adaptés à notre utilisation. Du coup, alors, je vais demander au modérateur de vous afficher un joli petit schéma explicatif pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, voilà, là, normalement, vous le voyez un peu mieux en grand. Sur la gauche, ça représente donc un bâtiment, le refuge, et puis deux grands réseaux, donc comme je vous l'expliquais, la douche, la salle de bain, la cuisine, les toilettes sèches. Et là, on arrive sur le filtre planté. On arrive sur le dessus du filtre planté et on en ressort par le dessous. C'est pour ça qu'on l'appelle le filtre planté à écoulement vertical. Les eaux arrivent sur le dessus et là, les matières solides, donc papier toilette, résidus de cuisine, matière fécale, vont être filtrées par une première couche de sable. Ça, c'est le premier mécanisme d'épuration, c'est une filtration mécanique. Et donc, ces matières solides qui vont être retenues en surface par le sable, elles vont se dégrader, elles vont sécher et elles vont composter pour former une couche d'humus, comme dans un compostage. L'eau et les matières polluantes dissoutes dans l'eau vont ensuite percoler, traverser
différentes couches de sable et de gravier sur 80 cm jusqu'au fond du filtre. Et dans ces 80 cm de sable et de gravier, ce sont des bactéries qui sont présentes naturellement par l'apport de matière fécale, par l'air, par les plantes, qui vont dégrader la pollution. Ce sont les bactéries qui vont faire le plus gros travail de dépollution. Et donc, en fond de filtre, tout en bas, on récolte une eau claire. À l'intérieur de ces 80 cm de sable et de gravier, on va planter des plantes, et dans notre cas, des roseaux. C'est la plante qui est la plus utilisée en assainissement non collectif par filtre planté. Les roseaux, ils sont intéressants puisqu'ils ont une forte tolérance à toutes sortes de conditions. Ils peuvent résister à des grands froids, moins 15, jusqu'à des très fortes chaleurs. Ils résistent également à des périodes d'inondation. Un roseau peut vivre les pieds dans l'eau, mais également à des périodes de forte sécheresse, jusqu'à 3 semaines en pleine période de sécheresse. Et donc ça permet de répondre au mieux aux conditions atypiques des filtres plantés, qui tantôt reçoivent de l'eau usée et tantôt n'en reçoivent pas. L'action des roseaux, ça va être quoi? Ça va être principalement de décolmater le filtre. Les racines des roseaux vont casser la croûte et casser l'humus, la couche en surface qui va se former. Les racines vont également chercher en profondeur et créer des chemins préférentiels, là où les bactéries commencent à coloniser l'intérieur du sable et du gravier. Donc ça, c'est l'étape de filtre planté. Et en fin de filtre planté, donc au fond, on va récolter l'eau claire qu'il faut donc évacuer. Alors cette eau claire qu'il faut évacuer, on a plusieurs possibilités. Soit on peut l'infiltrer directement dans le sol, en fonction de la perméabilité du sol, soit on peut l'évacuer vers un fossé. Donc, dans notre cas, on a choisi de l'infiltrer dans le sol, histoire d'avoir le moins d'impact possible. Donc on a fait juste une tranchée d'infiltration, qui est une tranchée garnie de gravier qui draine l'eau à l'intérieur du sol. Donc voilà, ça c'était pour le fonctionnement du filtre planté. Et donc maintenant, je vais vous montrer, je vais demander au modérateur encore une fois de nous montrer la photo du résultat final. Donc voilà, la première photo que je vous avais montrée tout à l'heure, c'était en octobre à la fin du chantier. Et là, c'est la photo qui a été prise le mois dernier, donc fin mai, lors d'un chantier participatif pour la plantation. Donc on voit les petites touffes vertes à la surface du filtre. Ce sont les roseaux qui ont été plantés par différentes personnes, l'équipe technique du projet, mais également des bénévoles du club alpin d'Ariège. Voilà, donc là le chantier a été réceptionné. On en a fait l'inauguration jeudi dernier, comme l'a dit Niels, en présence des différents membres du CAF d'Ariège, également en présence d'une personne de l'ONF qui nous a suivis sur le projet, une personne du PNR, donc du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui nous a également conseillé et suivi sur le côté impact environnemental, puisqu'on est en zone Natura 2000. Et donc tout ça pour finalement mener un projet à bien dans ce refuge de haute montagne. Alors, du coup, comme c'était un projet à 1960 mètres d'altitude dont le chantier a été réalisé, donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la photo, un gros chantier, hein, avec beaucoup de big bags, une mini-pelle qui a été amenée démontée, du parpaing. Ça a été un chantier spécifique, hein, avec beaucoup d'hélicoptères. Donc, sur un budget global d'assainissement sans les toilettes sèches à 111 000 €, il y a un tiers qui est représenté par l'héliportage pour amener tous ces matériaux, sable, gravier, parpaing. C'est un chantier qui a duré de fin août jusqu'à début mi-octobre l'année dernière, et les plantations ont été faites récemment. Les spécificités, là, dans notre cas, ça a été vraiment la météo qui a été plutôt aléatoire, on va dire. Même la plupart des semaines n'ont pas été complètes hein, pour l'équipe de l'entreprise d'assainissement du Coudran. Donc Philippe et Oscar Esquèche, qui sont les deux maçons terrassiers qui ont travaillé dessus. Il y a des jours, il y a des semaines où ils travaillaient que 1 voire 2 jours là-haut. Donc sur une semaine, c'est très court. Mais bon, heureusement, ils sont passionnés de montagne aussi, et donc ils avaient plaisir à être là-haut. Voilà.
Et puis, une dernière chose que je peux dire, on a eu toute une réflexion sur l'utilisation des roseaux ou pas à cette altitude. Il y a des travaux qui ont déjà été faits sur les filtres plantés de roseaux en altitude. Hein, le système là, à l'étang d'Arins, n'est pas le seul filtre planté de roseaux en haute montagne. Il y en a déjà plusieurs qui ont été mis en place dans les Alpes, peut-être même un ou deux autres, je pense, dans les Pyrénées. Et donc, les systèmes qui ont été mis en place dans les Alpes ont été étudiés par des centres techniques spécialisés dans l'assainissement et dans les filtres plantés, notamment l'IRSTEA. Et ils ont comparé différents types de plantes. Il s'est avéré que les roseaux n'avaient pas ni meilleure ni moins bonne performance que d'autres plantes. Et qu'en termes d'un côté invasif, le roseau n'a pas vraiment la possibilité de sortir de son filtre planté. Donc, comme c'est la plante qui est la plus robuste, on ne s'est pas passé de l'utiliser. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la présentation. Maintenant, je veux bien que ce soit un peu plus interactif et que si vous avez des questions, qu'on y réponde ensemble. Et ben ouais, j'ai vu. Écoute, merci Damtam pour la présentation. Effectivement, je vois pas mal de questions qui ont été posées, donc on va les prendre un petit peu dans l'ordre d'apparition. Il y a notamment Francis qui nous demande en quoi les températures influent sur le fonctionnement du système. Alors, c'est une super question. Dans un filtre planté de roseaux, donc dans une phytoépuration en plaine, on sait que les filtres plantés fonctionnent beaucoup mieux l'été que l'hiver, mais quoi qu'il arrive, toute l'année, ça a un bon fonctionnement. Sur les filières en haute montagne, qui ont été étudiées notamment dans les Alpes par l'IRSTEA, il n'a pas été montré de baisse de performance en hiver. Et dans notre cas, quoi qu'il en soit, le refuge est ouvert que pendant la période estivale, donc de mai jusqu'à fin septembre. Donc c'est la période où il fait le plus beau et donc où la température n'aura pas d'impact sur le fonctionnement biologique du système. Les roseaux, quant à eux, comme je vous ai dit, ont une très grande tolérance au froid. Le rhizome va résister jusqu'à -15. Et donc, même si on est en très haute montagne où ça peut descendre à -15, le rhizome qui, lui, est enterré, qui en plus est sous une couche d'humus, de paillage et je ne sais pas combien de centimètres de neige, eh bien, il ne craint pas le gel. C'est les parties aériennes qui vont mourir, mais ça, c'est comme en plaine. Hein, en automne, en hiver, les parties aériennes sèchent. Et puis, au printemps prochain, ça ressort, ça pousse. Donc, en plaine, ça va repousser à partir du mois de mars. En haute montagne, ça repousse à partir du mois de mai. Voilà. Ouais, peut-être ça répond à l'autre question de Francis, hein, c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est lié, puisqu'il il nous demande aussi si un hiver long et neigeux peut avoir raison des roseaux, et si c'est le cas, est-ce qu'on peut les remplacer? Alors, voilà, j'ai en partie répondu à la question. Donc, normalement, à cette altitude-là, les retours d'expérience montrent que les roseaux résistent, notamment parce que le rhizome, lui, reste bien isolé dans le sable, sous la couche d'humus et sous la neige. Et quand bien même, si une partie des roseaux meurt, eh bien, le printemps prochain, on peut en replanter. Je reste sur les questions sur les roseaux, hein. Désolé Joris, c'est plus dans l'ordre. Mais il y a Célie qui nous demande si le roseau ne pousse, enfin, elle nous dit que le roseau ne pousse pas naturellement à cette altitude, et elle demande s'il y a un risque d'invasion. Ouais, alors on s'est beaucoup posé la question et on a étudié ça avec donc notamment Léo Poudré du PNR, donc du Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Même la FFCAM s'est préoccupée de cette question-là. Alors les roseaux communs qu'on utilise, donc ce sont Phragmites communis pour le nom scientifique. C'est une espèce qui se développe beaucoup par rhizome et non pas par pollen. Et donc, comme notre système est un système d'assainissement qu'on nous demande d'être fermé, donc c'est bâché, il y a du géotextile, il y a 20 cm de mur, les rhizomes ne peuvent pas du tout sortir du système. Et ensuite, par les pollens, qui est vraiment un mode de reproduction annexe des roseaux, il y a très peu de chances qu'ils puissent aller se reproduire parce que ce n'est pas forcément des conditions non plus très favorables pour ce type de plantes. Ouais. Je reviens un peu en arrière, là, parce qu'il y a Sonia qui posait une question qui était plus liée à l'eau, notamment quand tu faisais le propos de l'évacuation de l'eau. Et en fait, elle demandait pourquoi ne pas utiliser l'eau pour les toilettes. L'eau après traitement pour aller dans les Ouais, toilettes? ouais, si je comprends bien.
Alors, c'est une question très intéressante. Alors, la réponse bête et méchante, c'est que la réglementation ne le permet pas. On n'a pas le droit de réutiliser les eaux, même traitées. On n'a pas le droit d'utiliser les eaux usées traitées, même si c'était des eaux grises, même s'ils sont traités que des eaux de la douche, de la machine à laver, il est interdit de les réutiliser. Maintenant, il y a des expérimentations qui sont faites et qui voilà, amènent petit à petit à aller vers là, bien qu'on en soit qu'aux prémices. Dans notre cas, dans le système d'assainissement, il y a les toilettes à eau avec donc des matières fécales qui vont aller dedans. Le système de traitement diminue un peu la charge bactériologique et donc le risque pathogène, mais ne l'élimine pas complètement. Donc, on peut se dire que c'est peut-être pas une si mauvaise idée de ne pas le réutiliser dans les toilettes pour pas qu'il y ait de risque pathogène, bien que normalement on met pas ses mains dans la cuvette des WC. Mais bon, on sait jamais, une projection, ça peut arriver. La réglementation est faite pour nous protéger. Je peux témoigner qu'au refuge du goûter, alors qui est pas du tout, qui est loin de nos bases ariégeoises, on réutilise l'eau des toilettes en fait en circuit fermé, hein, c'est-à-dire qu'elle est traitée, elle revient, elle revient, elle revient. On a dû certainement graisser la patte au niveau de la réglementation. Je sais pas comment on a fait, mais ça marche comme ça le système. Didier nous pose la question, il voudrait savoir quelle est l'altitude maximum pour ce genre de dispositif. Alors, c'est une bonne question. Alors, ce que je peux dire, c'est que je crois que dans les Alpes, c'est la station la plus haute. Elle doit être à 2100 quelque chose. Mais à vrai dire, ça dépend de différents autres paramètres que l'altitude, notamment l'exposition au vent et l'ensoleillement, qui vont déterminer à quel point il va faire froid en hiver et à quel point les roseaux risquent de mourir. Donc voilà, ça répond en partie à la question. Au plus haut, je crois que ça a été fait à 2000-2100. Et après, ça dépend vraiment. Par exemple, peut-être sur un versant sud très venteux, même à 1008, ça ne fonctionnerait pas. Bon, je ne sais pas. Du coup, j'ai une question personnelle qui est liée du coup, Dame Tam. Là, bon, le refuge de l'étang d'Arin, c'est un refuge qui n'est pas gardé en hiver, mais du coup, ce système-là ne peut pas fonctionner en hiver. Alors, il ne fonctionne pas parce qu'il ne reçoit pas d'eau. Donc, les roseaux vont se mettre en dormance, hein, mais comme en pleine, hein, en période d'hiver. Alors, cela dit, dans notre cas, on a quand même le toilette sèche extérieur qui est ouvert pendant l'hiver. Donc, pour les randonneuses et les randonneurs courageux qui viennent jusqu'à là-haut, ils apporteront toujours un peu d'urine via les toilettes sèches ou se laver les mains au lave-mains extérieur qu'on a mis. Mais nous, par exemple, dans le cas de l'étang d'Arin, on a fait le choix de fonctionner au fil de l'eau, c'est-à-dire d'ouvrir tous les équipements et juste de laisser l'eau s'écouler sur le système en hiver. Et ça ne l'empêchera pas, au printemps, de repartir tout aussi bien. Et donc, bah, du coup, j'ai une autre question qui est en fait un peu une ouverture, c'est-à-dire c'est comment, quelles conditions sont nécessaires pour dupliquer ce système sur d'autres refuges? C'est-à-dire quels ingrédients il faut réunir pour pouvoir installer un jardin d'assainissement dans un refuge? Alors, le budget, c'est une blague. Les filtres plantés vont avoir le même ordre de prix que d'autres systèmes, surtout si on les regarde sur le long terme. Parce que donc une des spécificités que j'ai oublié de souligner tout à l'heure, c'est que nous, du coup, c'est sans fosse septique. Et donc, il n'y a pas de vidange et d'élimination de matière à faire. Je vous avais dit en surface, il y a une couche de dépôt qui se forme, mais là, en pleine utilisation, à pleine charge, c'est-à-dire tout au long de l'année, il faut attendre 10 ans avant que la couche atteigne 10 cm et là, on la cure. Donc là, en haute montagne, avec une utilisation ne serait-ce qu'un tiers de l'année ponctuelle, on en a pour un certain nombre d'années avant d'avoir besoin de curer la surface. Donc une fois que vous faites le bilan là sur le long terme, il n'y a pas de vidange, donc ça coûte moins cher. Donc ça reste un système intéressant. En termes d'autres contraintes, à part le budget, il y a l'emprise au sol. Alors nous, notre système, par exemple, pour le refuge de l'étang d'Arin, qui a, je crois, 52 ou 54 couchages, on a un système avec 29 mètres carrés d'emprise au sol. Donc, pour des refuges où il n'y a pas cette place autour ou un terrain trop escarpé, eh ben, ça peut être contraignant, quoique ça m'étonnerait. Et enfin, ça, c'est pas un paramètre limitant, mais c'est un paramètre favorable, c'est d'avoir une pente entre le refuge et l'endroit potentiel pour l'assainissement. Alors,
Vous me direz, en montagne, en général, on a de la pente, mais bon, pour peu que le refuge soit en pied d'un mont et qu'en dessous, il y ait juste une falaise, et bien là, en dessous, il n'y a pas de place. Donc là, il y a une possibilité, ce serait de mettre une pompe de relevage en œuvre, qui demande un peu d'électricité. Pas beaucoup, cela dit, parce que la pompe va s'activer 4 à 8 fois par jour, et du coup, la consommation d'électricité est négligeable. Mais ça peut demander un peu d'entretien, et notamment là où il y a du passage public, voilà, la pompe peut dysfonctionner de temps en temps. Voilà. Bon, bah, si c'est aussi facile, il est possible qu'on jardine d'autres refuges à l'avenir. Francis, nous, justement, dans cet ordre d'idée, nous demande si il est envisageable de mettre ce type d'installation sur des terrains rocheux, donc du coup hors sol, c'est en rapportant parce que grosso modo, il faut rapporter de la terre et du gravier. Ouais, bah, complètement. Alors, si on le fait hors sol, mais dans la pente, c'est-à-dire, nous, on appelle ça semi-enterré, bah, c'est typiquement le cas de l'étang d'Arin, hein. Là, c'était quand même un sol rocheux. On a juste cassé un peu le talus. Enfin, pas moi, hein. Philippe, avec son engin, a cassé le talus et a permis donc de faire un système semi-hors-sol, c'est-à-dire qu'il est maçonné sur 4 côtés, d'un côté, et après, il y a la terre qui est rapportée autour. Si on le fait complètement hors sol sur un terrain plat, dans ce cas-là, ça nécessite forcément la pompe de relevage. Et sinon, sur des terrains meubles, ben là, on fait complètement enterré, quoi. Mais donc, le fait de travailler sur des terrains rocheux, ça, on le fait assez souvent. Et bon, bah, du coup, là, la seule contrainte, c'est que si la roche est trop dure, on va faire venir un brise-roche hydraulique. Et donc, ça, c'est d'autres équipements et un autre. Bien, bah, je ne vois pas d'autres questions apparaître, mais c'est vrai on s'était dit une demi-heure et la demi-heure finalement est passée vite avec ces sujets tout à fait passionnants. Et ben, du coup, on va pouvoir clore cette petite session du soir, cette petite session apéritive. J'espère que vous avez appris des choses. Moi, j'en ai appris parce que je suis pas du tout spécialiste de l'assainissement. C'est pas du tout mon métier. Et donc, je vais remercier Dame Tam de son intervention et de son exposé très clair. Et puis, vous souhaitez à tous une très bonne soirée. Vous dire à bientôt sur Refuge Montagne et dans nos montagnes et dans nos refuges. Et bon été à tous.